Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mercredi 6 janvier et nous sommes en direct, vous le savez. Nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Médien TV et sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vous avez déjà été nombreux à réagir à l'annonce du titre de l'émission. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Ahmed Lamoumery, vous êtes secrétaire général par intérim, directeur des études et de la communication et de la coopération au sein du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Sion Assidon, vous êtes secrétaire général adjoint de Transparency Maroc. Et enfin, Monsieur Abslam Abdrar, vous êtes président de l'ICPC, l'instance centrale de prévention de la corruption. Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. 39 milliards de dirhams, soit 5% du PIB. C'est, selon les chiffres de la Banque mondiale, ce que coûte la corruption au Maroc. Le Maroc qui reste un mauvais élève en la matière puisqu'il arrive en 80e place après la Jordanie et la Tunisie sur 175 pays d'après l'indice de perception de Transparency International. La vision 2025 vise à éradiquer la corruption dans 10 ans. Est-ce un vœu pieux ? Mais qu'est-ce que la corruption? Car il faut la définir. Quelles sont ses causes et ses conséquences? Que prévoit le plan de lutte nationale? Qui va être en charge de sa mise en place et de son évaluation? Quel rôle doit jouer la société civile à ce sujet pour rendre cet objectif tenable? 2025, la fin de la corruption au Maroc. Grand point d'interrogation. C'est le titre de l'émission de ce soir. La corruption, un acte souvent qualifié de fléau qui peut prendre de nombreuses formes. Mais qu'est-ce que c'est au juste, la corruption ? L'ONG allemande Transparency International définit la corruption comme étant le détournement d'un pouvoir à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conféré. Selon la Banque mondiale, la corruption, c'est le fait de profiter de sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel. Dans le code pénal marocain, la corruption est sévèrement sanctionnée. 10 articles sont consacrés à ce crime. Le droit marocain, comme le droit français, distingue la corruption passive de la corruption active. La première consiste à accepter de l'argent, la seconde à proposer de l'argent en échange d'un avantage indu. La corruption a pour conséquence d'affaiblir la crédibilité des institutions, de démotiver les citoyens à la participation politique, de marginaliser le pauvre et le faible en ce qui concerne l'accès aux services sociaux, ou encore de freiner le développement économique d'un pays en faussant le jeu des marchés et en dégradant l'environnement des affaires. En décembre 2003, le Maroc a signé la Convention des Nations Unies et l'a ratifiée en 2007. Mais malgré les initiatives menées dans le Royaume depuis une quinzaine d'années, et notamment la création en 2007 de l'ICPC, l'instance centrale de prévention de la corruption, le taux de corruption reste élevé. Selon une étude de la Banque mondiale, la corruption coûte au Royaume 5% de son PIB, soit 39 milliards de dirhams, c'est-à-dire 10 fois le budget de la justice. Les secteurs les plus gangrénés par la corruption sont la justice, la santé, les services des arrondissements, la police et les transports, des secteurs en relation directe avec le public. Selon le classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, le Maroc a gagné 11 places par rapport à l'an dernier, mais il se situe à la 80e place sur 175 pays. La Jordanie, par exemple, figure à la 55e place et la Tunisie à la 79e. Bien, alors je ne vous cache pas qu'à l'annonce du sujet de l'émission sur les réseaux sociaux et sur cette question 2025, la fin de la corruption au Maroc, on a beaucoup de réactions où les gens sont extrêmement sceptiques à ce sujet. Et c'est un vaste sujet qui intéresse tout le monde, ça on en est extrêmement conscient. Alors avant qu'on définisse la corruption, parce que c'est important, c'est pas, tout le monde peut croire que savoir ce qu'est la corruption, entre Tadouera, Rachwa, le Bakshish, etc. Mais la définition d'un point de vue juridique est aussi extrêmement importante pour voir de quelle manière on peut lutter contre cette corruption. Mais avant, on voit tous ces indices de perception de la corruption qui sont mis en avant par Transparency, juste pour faire un point, pour qu'on sache de quoi on parle. Comment ces indices sont-ils réalisés et comment classe-t-on? On est à la 80e place. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, 80e place sur le classement Transparency International? Est-ce que je peux me permettre une toute petite chose avant de répondre à votre question? Nous sommes le 6 janvier. Aujourd'hui est exactement le 20e anniversaire de la fondation de Transparency Maroc.
Et c'est en même temps une journée que nous avons considérée comme la journée nationale de lutte contre la corruption. Alors je voulais en profiter pour dire bon anniversaire à tous ceux qui ont participé, M. Abslam Boudalal par exemple, à la fondation de l'association et à son fonctionnement pendant ces 20 années, une association qui continue à être extrêmement dynamique et active dans la lutte contre la corruption. Je vais revenir à votre question. Et encore une fois, je vais dire un petit mot. Transparency International n'est pas une organisation allemande. Transparency International est une organisation basée à Berlin, mais c'est une confédération d'associations à travers le monde. Donc c'est vraiment une association internationale d'associations comme Transparency Maroc qui lutte contre la corruption. Alors pour répondre à votre question maintenant, je dirais la chose suivante. L'indice de ce qu'on appelle l'indice de corruption, la fameuse classification, c'est un indice de perception. Oui. D'abord, déjà, première chose, la corruption étant un phénomène secret, il est extrêmement difficile de la mesurer directement, donc on fait des déductions, on fait des approximations, 39 milliards de dirhams par exemple, en fait, c'est un indice qui reflète l'image d'un pays par rapport aux gens qui ont l'habitude soit de faire des affaires, soit qui ont des relations diplomatiques avec ce pays, soit qui ont eu affaire à la justice de ce pays. C'est un indice de perception international, des gens de l'extérieur. De l'extérieur. D'accord, donc pas finalement des résidents, des Marocains. Il existe aussi ce qu'on appelle le baromètre de la corruption, qui ne contredit pas ce que l'indice international donne comme classement. Le baromètre ne veut pas classer le pays de l'intérieur, mais par exemple, c'est du baromètre que sont tirés ce que vous avez donné comme information au début sur les secteurs qui sont le plus touchés par la corruption. Voilà. Donc, il faut se dire que l'indice, c'est le miroir que nous tend l'opinion internationale. C'est voilà, vous voulez connaître votre image sur le plan international au point de vue de la corruption, c'est celle-là où vous êtes mal placé, vous êtes en 89e place, vous avez beaucoup de progrès à faire. Bon, alors, avec tout ce que peut comporter un miroir d'effets éventuellement déformants, d'accord, parce qu'il se peut que un indice une perception peut être erronée. La Tunisie était particulièrement bien classée juste avant qu'on s'aperçoive que le régime de Ben Ali n'était pas le plus transparent du monde, et son indice est tombé d'un coup et d'un seul. Voilà un exemple qui montre que c'est à prendre c'est un baromètre, on le prend comme un miroir, mais en même temps, bien sûr, c'est important de faire cette mise au point, mais c'est un indicateur. Ça indique, c'est un index important, parce que les gens classent le Maroc de cette manière-là, enfin, les banquiers, les diplomates, les grands groupes multinationaux, les gens qui sont là pour fabriquer. Ça a un impact certain sur l'image qu'on retransmet. Absolument. Pour les investissements étrangers pour lesquels on est quand même assez demandeur. Alors, par rapport à la définition de la corruption, alors c'est vrai que ça peut sembler très basique comme question, mais dès qu'on passe sur le point de vue juridique, la sémantique est extrêmement importante. Alors, est-ce que la corruption, sa définition à l'international et sa définition au Maroc, est-ce qu'on est en harmonie? Est-ce que ça permet finalement, on va en parler, de la lutte contre la corruption, d'être suffisamment outillé pour mettre dans le panier tout ce qui est lié réellement, concrètement à ce qu'on peut appeler de la corruption? Alors, je peux répondre en disant qu'il n'y a pas de définition juridique de la corruption. La Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption s'est heurtée à ce problème et a décidé de ne pas donner de définition. Il y a cette définition générique. La corruption, c'est le détournement d'un mandat ou d'un pouvoir public au profit d'intérêts privés. Mais elle est beaucoup trop large. Maintenant, sur le plan juridique, les différents États relient ça à un certain nombre d'infractions, dont la concussion, les pots de vin, l'abus de biens sociaux ou de biens sociaux au pluriel, le népotisme, etc., etc. Donc, c'est d'où la difficulté. Donc, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'il faut attaquer non seulement par le biais juridique, mais sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan institutionnel, sur le plan de l'administration, etc. Donc, on y reviendra peut-être ultérieurement. Je voudrais faire deux petites réactions au sujet qui a été présenté. La première, c'est de dire
quand on parle corruption active, corruption passive, c'est trompeur, éminemment trompeur. Parce qu'on a l'impression que le corrompu est la partie active, qui est là pour la partie passive, qui ne fait que recevoir. Et que le donneur est la partie active. En fait, c'est l'inverse, parce que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est en situation justement de pouvoir et qui peut détourner ce pouvoir à son propre profit, au profit de son parti, de sa région, etc. Donc c'est l'agent principal, je dirais. Et l'agent secondaire, c'est le corrupteur. Donc, la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas que deux agents. Il y a un troisième toujours, c'est la collectivité, c'est le concurrent. Il y a toujours un perdant. Parce que les deux sont gagnants, mais il y a un perdant. Il est important de braquer les projecteurs sur ce perdant qui est la collectivité, le monde des affaires, etc. Alors, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, là on a bien parlé des secteurs, alors j'imagine que c'est dur. Dire oui, une petite chose sur la définition de la corruption. Bon, je ne m'arrêterai pas sur la définition juridique. Je voulais simplement observer la chose suivante, c'est qu'il y a différents types de corruption. Et pour moi, j'aime les classer en deux types fondamentaux. La corruption qui résulte de l'extorsion. C'est-à-dire quelqu'un est en position de pouvoir, est en position de pouvoir imposer quelque chose et de pouvoir être un barrage par rapport à une victime quant à son accès à un droit, d'accord, et qui, pour la victime, pour pouvoir accéder à ce droit, un papier, le droit d'accès à l'hôpital, le droit d'accès à l'école, etc., est obligée, peut-être forcée. Et donc, le fait qu'elle soit forcée, ça veut dire que, bon, elle est en position de faiblesse, peut-être forcée d'avoir à donner quelque chose. Dans ce genre de cas, il y a une victime qui est directe. D'accord. Et la personne qui est en position de pouvoir et qui est évidemment l'autre côté, qui est le criminel. Le cas évoqué par Abdallah, je suis d'accord avec lui, il est parfaitement symétrique. C'est ce qu'on appelle, on va appeler ça, moi j'appellerais ça la corruption contractuelle. Hein, c'est un contrat secret dans lequel, bon, la victime n'est pas présente. Parce que la victime, c'est l'argent public, c'est le public en général. Donc il n'y a aucune victime. Il n'y a aucune victime dans les deux personnes impliquées. Voilà. C'est le système et c'est l'État qui... Voilà. La collectivité qui perd. C'est la collectivité qui nous qui perdons, tout le monde qui perd. Alors, c'est la Moumri. Alors c'est vrai que, bon, on va parler là de la corruption, des différents types de corruption qu'on peut avoir, parce qu'on a ce qu'on appelle la petite corruption, on le voit illustré. Hein, c'est l'image qu'on utilise le plus pour illustrer cette petite corruption avec le billet de 20, le billet de 200, le billet bleu, qu'on passe pour avoir soit une faveur, soit même avoir un service qui normalement doit nous être rendu, de manière tout à fait légale et ça peut être un droit. Il y a la corruption à des niveaux plus élevés dans différents secteurs. Et on va parler après de la corruption dans le domaine privé, parce qu'elle existe aussi. Je vous ai entendu parler du public. On va commencer par ça, c'est la Moumri. Vous êtes au sein du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration. C'est pas pour rien que ce ministère est impliqué dans la lutte contre la corruption. Est-ce que la modernisation, finalement, c'est un des remèdes finalement à la corruption? D'abord, pour l'anniversaire. Merci. C'est vrai que... Moi aussi. À vous deux. C'est pas lui qui a 20 ans. La raison pour laquelle, c'est vrai que Transparency a fait beaucoup de travail, je dirais, pour le Maroc, pour l'administration, ça nous a aidé à réfléchir, à cibler certains secteurs. La raison pour laquelle elle a été reconnue d'utilité publique. Hein. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en valeur et souligner. Alors, en ce qui concerne la corruption, il n'a pas une forme, effectivement, il peut prendre plusieurs formes. Hein. Conflit d'intérêts aussi, c'est une forme de corruption, détournement, clientélisme, tout ça, c'est des formes de corruption qui existent un peu partout dans le monde. La corruption, actuellement, absorbe plus de 2% du PIB international, mondial. C'est plus de 1500 milliards de dollars qui sont absorbés rien que par la corruption. C'est une étude récente de 2015 par une organisation internationale américaine lors d'un forum organisé par la Banque mondiale et par le FMI. Donc c'est quelque chose de récent. Au Maroc, c'est pareil. Étant donné que c'est un phénomène international, le Maroc s'est répandu, oui, mais est-ce que l'indice qui a été
l'indice de perception de l'IPC peut être retenu comme un référentiel. Dans l'absence, je dirais, de d'autres référentiels, on peut dire que ce référentiel peut nous aider à mieux, je dirais, ou à retravailler, à cibler quelles sont les actions qu'il faut mener. L'indice à mon sens, il est critiquable. Je crois qu'il est temps maintenant de le réviser. Peut-être qu'il faut aller dans le sens de développer des indices qui prennent en considération les spécificités de chaque pays. Le Maroc a des spécificités. Vous avez pris, Monsieur Assidan, vous avez pris l'exemple de la Tunisie. L'exemple de la Tunisie est un exemple très frappant, très parlant. Donc juste avant la Révolution et après la Révolution, la Tunisie était mieux classée. Il avait, je crois, 50 sur 100. Donc il avait un indice, la moyenne contre le Maroc, il y avait 34, je crois, 34 sur 100. Donc c'est quand même, c'est pour ça qu'il faut revoir et puis développer des baromètres, développer un système interne. Je crois que l'instance centrale de prévention de la corruption actuellement travaille sur, on avait l'occasion d'en parler pour développer un système. Les thermomètres, on ne va pas parler c'est aller sur les thermomètres, parce que pour les gens qui nous regardent et les gens qui réagissent, on est tous conscients, nous, en tant que citoyens marocains, que la corruption existe. On y a été de manière, soit par des proches, soit confrontés, soit dans le demande, etc. Donc, on n'est pas là pour remettre en question le niveau, finalement, de corruption. On est bien d'accord. C'est pas ça. Non, mais d'accord, mais voilà. Vous parlez finalement des indicateurs. Alors, je parlais du ministère de la modernisation. Ça nous permet de mettre le point sur les causes de la corruption, parce que il y a beaucoup de gens disent que c'est un phénomène culturel. Je vais vous poser la question. Il y a la culture. Bon, est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la culture? Mais il y a aussi, quand on revient à l'administration, on parle de modernisation de l'administration. C'est pas pour rien qu'il y a modernisation de l'administration. Oui. Alors, moi, j'aime bien la définition qui a été donnée par Transparency International. La corruption consiste en l'abus d'un pouvoir aussi en délégation à des fins privées. Oui, je dirais des fins privées, effectivement. Donc, c'est exploiter sa position en tant que fonctionnaire, en tant que responsable, en tant que décideur, à des fins personnelles. C'est comme ça qu'on peut définir la corruption. Au Maroc, c'est vrai qu'il y avait des efforts, j'avais des actions qui ont été lancées depuis quelques années pour essayer de combattre, quand je dis des actions lancées par l'administration publique en faveur des citoyens, en faveur de la population. Il y a des actions qui ont été lancées depuis 2005, c'est des choses qui n'ont pas donné beaucoup de résultats. Je me rappelle le programme de 2005, ça a été une matrice d'action, certaines actions ont été réalisées, d'autres non, mais il y avait pas une vision commune, une cohérence d'ensemble, donc chaque secteur était indépendant, et puis c'est des actions qui sont lancées et de manière éparpillée. En 2010-2012, il y avait également un deuxième programme, donc on a essayé de se rattraper pour améliorer, je dirais, notre indice, c'était toujours ça notre objectif, comment améliorer l'indice. Normalement, on devrait voir quels sont les besoins, où ils sont les foyers, je dirais, de corruption, chose qu'on n'avait pas faite dans le temps. Il y avait un essai en 2010-2011 également. Il y avait 43 mesures qui ont été arrêtées. Certaines ont été réalisées, d'autres non. Donc là maintenant, j'ai dit qu'il faut s'arrêter et quand même poser les grandes questions. Et la grande question, c'est il faut qu'on passe je dirais, un projet de société. C'est pas un projet de l'administration, c'est pas un projet de la fonction publique, c'est pas un projet pour l'administration, c'est un projet pour les citoyens, c'est un projet de citoyens. C'est-à-dire que la société civile, les institutions de la gouvernance, le secteur privé, y compris les citoyens, sont tous concernés pour développer un projet national, un projet de société pour combattre ce fléau. Alors, on n'est pas les seuls à être en parlant de grande question, la grande question, bon, ok. Quelle est la cause? Bon, on va revenir encore à des questions basiques. Quelles sont les causes? Je parlais de modernisation, c'était pour vous lancer finalement sur les lourdeurs administratives qui prêtent le flanc à ce genre de choses. Est-ce qu'on a identifié, je reviendrai vers vous, les grandes causes? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, les grandes causes de la corruption, à tous les niveaux, qu'on soit bien clair. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, de manière claire, appréhender déjà où est, si on va parler des foyers de corruption, et pourquoi? Est-ce qu'on a pu faire des corrélations entre tel secteur, parce qu'il y a telle procédure ou pas, ou est-ce que le phénomène culturel prend le pas sur tout? Je peux y aller. C'est à vous de la réaliser. Alors, on doit à un certain Robert Klitgard, expert, donc déjà depuis longtemps auprès de la Banque mondiale, une équation. La corruption égale monopole, plus pouvoir discrétionnaire, moins transparence, et moins un A pour accountability, c'est-à-dire reddition des comptes. Disposition à rendre des comptes. Alors, ça veut dire quoi? Que la corruption prolifère là où il y a des monopoles,
Les monopoles, c'est des pouvoirs, c'est des l'administration, positions le monopole, dominantes, de toute etc. façon. Bon. Là où il y a des pouvoirs discrétionnaires qui ne sont pas cadrés, qui ne sont pas canalisés, là où il n'y a pas suffisamment de transparence, où on ne met pas le projecteur sur ce que font les gens, comment ils le font et dans quel intérêt, etc. Et là où les gens ne rendent pas compte. Ça, c'est quelque chose de générique. Il faut prendre dans chaque secteur. Maintenant, au-delà, pour aller plus avant, il faut passer à ce qu'on appelle la cartographie des risques, secteur par secteur. Et ce n'est pas qu'une enquête générale, déclarative. On tend le micro, on dit aux gens, est-ce qu'il y a de la corruption, est-ce que vous en avez fait, est-ce que vous en avez vu? Non. On s'assoit, par exemple, si c'est le secteur de la santé, on va s'asseoir avec les malades, les médecins, les gérants de l'administration, etc. Enfin, tout, l'industrie pharmaceutique, etc. Alors ici, je voudrais juste rebondir, avant de passer la parole, je ne veux pas la monopoliser, sur un terme que vous avez utilisé. Vous avez dit, on ne va pas s'appesantir sur le thermomètre. Vous avez bien fait d'utiliser le mot thermomètre pour l'indice de perception de la corruption. Parce qu'il s'apparente à un thermomètre qui vous dit, il y a de la fièvre. Il ne vous dit pas pourquoi, ni comment l'attaquer, ni... Ça, c'est au-delà de ses limites. C'est ça, le problème avec l'indice de perception de la corruption, c'est qu'il vous dit, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas suffisamment bon, mais débrouillez-vous. Donc c'est une alerte. Moi, je préfère le bilan biologique. Parce que là, il vous dit, le cholestérol est haut, etc., les transaminases, que sais-je. Et là, il y a d'autres indicateurs, par exemple le Doing Business, qui vous détaille, vous dit vous êtes mauvais ici, vous avez des efforts à faire. Par exemple, le Rule of Law Index, l'indice de suprématie de la loi, mais non pas de l'état de droit, de suprématie de la loi, vous dit, par exemple, dans la justice criminelle, la justice pénale, vous avez des efforts à faire, etc. Donc, plutôt des indices orienté solution que orienté problème. Et l'instance a travaillé sur la mise en place d'un indice qui s'appelle taux de la corruption, basé sur une enquête approfondie. Nous avons fait la première, mais la première, c'est le niveau zéro, c'est la situation de base. Ensuite, c'est à partir de la deuxième, troisième, qu'on pourra commencer à éditer un indice. Les foyers, on dit bien, alors vous l'avez dit, c'est une petite chose, si vous voulez, pour rejoindre mon ami Abdeslam Boudrar, Transparency International a un concept qui est très important qui s'appelle le système national de l'intégrité. Le système national d'intégrité, c'est quand vous vous posez la question dans un pays, dans un corps, qu'est-ce qui fait qu'on va résister à un microbe? Dans un pays, quels sont les mécanismes qui vont faire que ce pays va plus ou moins bien résister à la corruption? Bon, il a fait allusion, par exemple, à l'indice de Rule of Law, c'est-à-dire jusqu'à quel point la justice fonctionne correctement. Mais en fait, le système national d'intégrité, qui est un examen global d'un pays, c'est de quelle manière institutionnellement le pays est armé pour résister à la corruption. Les pouvoirs sont-ils indépendants entre eux? Est-ce que le Parlement exerce effectivement ses fonctions de contrôle par rapport au pouvoir exécutif? Est-ce que la Cour des comptes fait son travail est-ce que l'institution dédiée à la lutte contre la corruption a effectivement les moyens de pouvoir travailler à bloquer la corruption? Est-ce que le pouvoir exécutif a une stratégie qui va lui permettre d'avoir une stratégie qui va se décliner en toute une série de plans d'action qui vont lui permettre de faire face au phénomène de la corruption qui est multiforme, qui existe dans toute une série d'institutions et auquel il faut faire face de manière systématique dans chaque domaine. Donc le système national d'intégrité, c'est une espèce de cartographie institutionnelle, d'accord, qui, en partant du principe que la séparation du pouvoir et la séparation des pouvoirs est en fait, suivant la vieille conception anglo-saxonne, the balance of powers, c'est-à-dire le moyen qu'un pouvoir rencontre d'un autre, le pouvoir judiciaire contrôle les autres, le pouvoir législatif contrôle le pouvoir exécutif. Bon, est-ce que des mécanismes sont en place pour que ça marche? Et en fait, c'est ça qu'il s'agit de mettre en place.
Et c'est un nom, ça s'appelle la démocratie. Alors, je parlais, avant, je vous posais la question sur les... Alors, vous voulez réagir? Après, je vous parle sur les foyers, parce que vous l'avez dit, le niveau de pouvoir, on dit qu'il y a, vous avez parlé de la santé, mais il y a des compartiments de notre vie qui sont la justice, qui sont la police, qui sont finalement les impôts aussi, par exemple, qui sont lorsqu'on est face à ces administrations, alors, on est vraiment en position de faiblesse. Est-ce qu'on a une cartographie? Justement, vous avez parlé de cartographie. Est-ce qu'on sait à quoi s'attaquer? Et je reviens encore sur la modernisation de l'administration. Est-ce qu'on est en passe de moins prêter le flanc? Alors, parce qu'on sait très bien, vous l'avez dit, plus la chaîne est compliquée, plus il y a un intervenant, et plus on a de chances d'avoir de la corruption. Est-ce qu'on est en train de se battre sur ce niveau-là? Tout à fait. Avant de se lancer dans un projet juridique de société pour améliorer, il faut d'abord procéder à une analyse, à un diagnostic. Un diagnostic a été fait, un premier qui a été fait par l'administration, un deuxième qui a été fait par l'instance centrale de prévention de la corruption. Et la FEIPI a également des diagnostics qui ont été faits avec des organisations internationales comme l'OCDE, comme le Conseil de l'Europe. Donc on a quand même fait appel à des organisations internationales pour essayer de voir exactement où ils sont ces foyers, je dirais, de corruption. Donc ce qui a été identifié, c'est toujours 3 à 4 secteurs qui apparaissent. C'est la justice, c'est la police, c'est la santé et c'est l'administration. Quand je dis l'administration, que ce soit l'administration publique. Donc c'est toujours les 4 secteurs qui reviennent depuis plusieurs années. Donc c'est toujours ces 4 secteurs et actuellement, donc on s'est penché pour améliorer davantage, pour arrêter des actions qui peuvent améliorer, je dirais... Et pourtant la justice est partie prenante en étant un outil de lutte normalement contre la corruption, donc c'est compliqué. Donc mais quand on parle de ces 4 secteurs, donc les premières, je dirais... comment dirais-je, actions qui apparaissent, c'est la complexité des procédures administratives. Le non-affichage, le non-accès à l'information. Un promoteur, pour avoir un permis de construire, a besoin de 147 signatures. 147 signatures. Alors ça a été depuis, je pense, c'était un chiffre que j'avais vu, je pense, l'année dernière, ça a été ramené, mais il reste encore un paquet de signatures et on voit le nombre d'intervenants qu'il faut avoir. Effectivement, mais il y a quand même il y a un projet de simplification en cours, il y a un projet de dématérialisation, il y a quand même un projet qui a été initié depuis quelques années. Actuellement, on peut dire qu'on peut prétendre à une amélioration effective de la simplification des procédures, moyennant la mise en place des systèmes, des services mis en ligne, que ce soit pour les permis de construire, que ce soit pour les permis de conduire, que ce soit pour les impôts, les vignettes maintenant actuellement, donc on a pu accès les déclarations dès 2017, donc il y a pas mal, quand même il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce cadre et je dirais l'action qu'il faut quand même qu'il faut mettre en valeur, c'est la simplification de procédures et s'orienter vers une administration électronique, développer davantage l'administration électronique pour minimiser, réduire le contact entre les citoyens et les fonctionnaires. Il y a aussi la transparence. Effectivement, on a constaté que certaines procédures, que certaines administrations manquent de transparence. Donc là, la raison pour laquelle on a mis, il y a un projet de loi d'accès à l'information qui vient d'être préparé par le gouvernement. Actuellement, on est en discussion au niveau du Parlement. On espère, avec ces lois, avec ces procédures, avec ces sections, on va améliorer davantage, je dirais, notre transparence et réduire les effets de la corruption. Alors, on verra. Il y a une vision 2025 qui est formulée, une loi sur l'accès, de droit d'accès à l'information, qui est essentielle, justement, pour plus de transparence. On fait une petite pause, on en parle juste après. Éradiquer la corruption d'ici 2025, grand point d'interrogation. Alors maintenant, on va voir ce que contient cette vision 2025. Mais avant, il y a des instances qui existent. Il y a l'ICPC, l'instance centrale de prévention de la corruption. J'insiste bien sur la prévention, qui devrait devenir l'INLC, c'est bien ça, l'INPLC, l'instance nationale de la probité, de la lutte contre l'action. Alors là, passer de la prévention à la lutte, c'est encore là les mots sont importants parce que aujourd'hui l'ICPC ça sert à quoi? Désolé de vous poser la question de manière aussi brutale, mais ça sert à quoi et qu'est-ce qu'elle peut faire? Disons que l'ICPC à l'origine c'est le produit d'un compromis entre la société civile et les pouvoirs publics. Il y avait à partir du moment où le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, le Maroc était tenu de créer une ou des instances. La Convention laisse le champ libre aux États de choisir leurs propres outils. Et le Maroc a choisi quelque chose, une instance à minima, disons. Une instance de prévention auprès du chef de gouvernement
donc avec une certaine indépendance, mais bon, elle est quand même dans le giron du gouvernement, de l'exécutif. Un aspect positif de cette instance, c'est qu'elle était ouverte sur la société civile, c'est-à-dire l'instance délibérative de cette institution, comprenait en son sein des représentants de l'administration à haut niveau, du secteur privé, des syndicats, etc., et de la société civile, différentes associations. Et donc cette instance délibérative, appelée l'Assemblée plénière, était là pour d'abord réfléchir, faire le diagnostic, aider, assister le gouvernement dans la mise en place justement d'une stratégie. Donc on a réussi. Vous êtes force de proposition et de recommandation. Absolument. Mais aujourd'hui, en termes d'action, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, en termes d'action, parce qu'on va y venir. Quand on parle de prévention, c'est des actions. Si vous proposez des mesures de simplification des procédures, si vous proposez l'administration électronique et vous mettez la main à la pâte, etc. Si vous faites une plateforme sur, par exemple, les grands thèmes nationaux, la régionalisation avancée, et que vous dites attention, quand on décentralise, il y a des pouvoirs qui sont conférés aux régions, mais les institutions, les garde-fous qui ont mis des décennies à être mis en place ne sont pas encore là. Il faut les mettre et voilà comment. Si vous proposez un projet de loi pour la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, si vous proposez une réforme du système de déclaration de patrimoine, si vous mettez en place une plateforme régissant les conflits d'intérêts alors qu'elle n'existe pas aujourd'hui, même la notion de conflit d'intérêts n'est pas prise en compte, etc. Si vous faites des propositions pour la réforme de la justice, si vous faites des cartographies de risques dans le secteur des transports, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'habitat, et que vous entamez un travail avec l'éducation, ça c'est des actions. Les actions, c'est pas simplement sortir dans la rue, arrêter quelqu'un, la main dans le sac on va y venir parce que ça c'est l'amont, c'est l'environnement, et en plus après il y a les actions, parce qu'il y a un moment, je vous posais la question de la culture, sur le terrain, comment c'est retranscrit. Alors on regarde un sujet de Alison Fernandez qui parle de la stratégie justement pour arriver à éradiquer la corruption d'ici 2025, et on en parle juste après. 239 mesures pour une stratégie de lutte contre la corruption qui s'étalera sur 10 ans et qui ambitionne de récupérer la confiance des citoyens. Pour cela, de nouvelles actions les touchant directement vont voir le jour. Parmi elles, le renforcement des instruments de traitement des plaintes, la simplification des procédures, l'installation de caméras dans les lieux de travail ou encore l'amélioration du système d'accueil dans les administrations. Des mesures également pour renforcer la transparence, comme l'enregistrement des interventions policières et la publication des résultats des appels d'offres. Les secteurs visés en priorité sont la santé, la police, la gendarmerie, la justice, les collectivités territoriales et l'urbanisme, autrement dit les domaines où la corruption prospère. Une enveloppe d'1,8 milliard de dirhams est consacrée à l'application de la nouvelle stratégie. Outre la mise à niveau de l'aspect institutionnel et juridique, la dimension prévention et répression absorbera plus de 74% du budget. Un troisième volet concerne le renforcement de l'aspect éducation et sensibilisation. Selon les autorités, cette nouvelle stratégie a été concoctée en collaboration avec la société civile, qui est appelée à jouer un rôle important, notamment en matière de sensibilisation. Pour s'assurer du suivi de la mise en place de la nouvelle stratégie, une commission intergouvernementale sera mise sur pied. Enfin, l'ICPC, l'instance centrale de prévention de la corruption, cède sa place à l'instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, dotée de prérogatives élargies. Une fois en place, elle devra être consultée sur les projets de loi et les décrets relevant de la lutte contre la corruption. Elle aura aussi le pouvoir de mener des enquêtes et des investigations, sans possibilité de lui opposer le principe du secret professionnel.
Alors, c'est la Moumri. Bon, on a bien vu ce qui est prévu pour 2025. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on a dressé cette vision. On a bien vu qu'il y avait plusieurs 239 projets répartis sur 10 secteurs qui sont en cours sur les grands axes. On les a vus. Est-ce qu'on est alors la grande question qu'on a posée en début d'émission d'ici 2025? J'ai des gens sur Twitter qui nous disent pourquoi attendre 2025? Enfin, 2025, c'est la résultante de tout ce qui va être fait, bien sûr. Les grandes lignes, finalement, sur quoi on va jouer et qu'est-ce qui est important à mettre en place pour au moins diminuer ce fléau, parce que c'en est un. D'accord. Donc, effectivement, récemment, on peut dire que le Maroc se dote d'une stratégie de lutte contre la corruption. C'est parmi les premiers pays à avoir mis en place une telle stratégie. D'ailleurs, il y a une reconnaissance internationale en la matière. Et quand on parle d'une reconnaissance en la matière, ça veut dire qu'on est appelé à la mettre en œuvre. Donc il y a un engagement du gouvernement, il y a une volonté ferme pour que cette stratégie soit mise en place. Pourquoi 2025, 2020, il faut quand même fixer un horizon, fixer des objectifs. Donc on sait fixer des objectifs d'ici 10 ans. Donc c'est une stratégie de 10 ans avec 3 vagues. Il y a une vague de 2015-2016. Pourquoi 2015? Sachant qu'il y a certaines actions qui ont été proposées dans le cadre de cette stratégie et qui sont actuellement mises en application. C'est les systèmes de doléances, système de réclamation, c'est la loi d'accès à l'information, c'est la préparation des lois sur les conflits d'intérêts, c'est la révision des textes sur la déclaration du patrimoine. Donc il y a un ensemble de choses qui sont déjà en cours, qui sont mises en place. Donc 2015-2005, la première vague. La deuxième vague, c'est le 2017-2020. Et puis la troisième vague, c'est 2020-2025. Donc on s'est fixé 3 vagues avec des objectifs précis, avec des indicateurs précis également. Les indicateurs, bien sûr, partant de l'indice de perception de la corruption, d'une proposition qui nous a été faite par l'instance. Donc il y a des objectifs chiffrés et mesurés. Et pourquoi fixer des indicateurs chiffrés? C'est pour pouvoir évaluer, voir si effectivement on a atteint ces indicateurs ou pas. Mais concrètement? Alors, concrètement, la stratégie a une vision, il y a des objectifs qui sont précis, on a arrêté un ensemble d'axes, surtout 5 axes sur lesquels on travaille. La gouvernance, donc on a proposé un ensemble d'actions en matière de gouvernance publique. C'est renforcer davantage la transparence, c'est l'accès à l'information pour les citoyens. Deuxième axe, c'est la prévention. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mettre pour prévenir la corruption? Donc, c'est la simplification des procédures administratives, c'est la préparation des codes de conduite d'éthique dans certains secteurs, mais également dans la fonction publique. C'est comment participer le citoyen à la préparation des politiques publiques. Le troisième axe, c'est la répression. Donc, c'est la préparation des cadres réglementaires avec la mise en place des systèmes de l'application et de mise en place de ces textes. Le quatrième, c'est la communication et la sensibilisation. Il faut quand même qu'on passe aussi également à la sensibilisation des citoyens pour que la lutte contre la corruption, ce n'est pas une affaire de l'État ou du gouvernement, c'est l'affaire de tous, de toute la société. Donc il faut sensibiliser les citoyens. Et le cinquième et dernier, si vous permettez, le cinquième axe et dernier, c'est la formation et l'éducation. Donc on a préparé un ensemble d'actions permettant d'intégrer des modules de formation dans les systèmes de l'éducation, que ce soit primaire, secondaire et... J'imagine que tout ça doit avancer de concert, parce que s'il y en a un qui est avant l'autre, vous savez, il y a tous les paramètres doivent avancer. On aura beau faire de l'éducation s'il n'y a pas le juridique qui court après. Juste d'un point de vue juridique, est-ce qu'il va falloir réformer le code pénal là-dessus? Parce qu'il y a, concrètement, est-ce qu'il faut réformer le code pénal à ce niveau-là pour que, d'un point de vue répressif, je prends l'exemple des États-Unis, qui ont des lois qui concernent aussi la corruption dans le domaine privé, qui ont des lois transnationales qui peuvent rester en justice, même sur des faits qui ont été faits à l'étranger, à partir du moment où des dollars ont été utilisés. Ça a été le cas, on voit bien dans le cadre de l'affaire de la FIFA, pourquoi les États-Unis sont entrés en jeu. Ça leur permet d'agir. Mais est-ce que le code pénal doit être réformé? Écoutez, moi je pense que nous avons déjà des armes légales fortes. La question est qu'il faut les appliquer. D'accord. Il y a des choses. On peut toujours améliorer. On parlait tout à l'heure du fait que la notion de conflit d'intérêts. Imaginez par exemple un maire qui est en même temps promoteur immobilier. Voilà quelqu'un qui d'un côté construit des immeubles et de l'autre se donne les autorisations de les construire. J'ai donné cet exemple. Dans les conflits d'intérêts, on peut être à la fois fonctionnaire et décider d'un certain nombre de dépenses publiques et être en même temps avoir la main directe ou indirecte avec le fournisseur qui va donner ces choses qui doivent être fournies à l'État.
Voilà des exemples de conflit d'intérêts. La notion de conflit d'intérêts n'existe pas en droit, d'accord. Néanmoins, il existe des instruments suffisants aujourd'hui pour lutter contre la corruption si la volonté politique est poussée jusqu'au bout. Nous, Transparency, quand je dis nous, je parle de Transparency. Ce qui nous intéresse dans cette stratégie nationale que nous réclamons depuis 20 ans, depuis presque le début de la naissance de l'association, on dit il faut que le pouvoir exécutif prenne ses responsabilités, qu'il décide d'un plan d'action mesurable, qu'on puisse à chaque pas dire on a avancé ou on n'a pas avancé, voici des objectifs. Bon, nous avons participé depuis 2 ans au travail d'élaboration de ces stratégies nationales, de ces objectifs, etc. Nul objet n'est parfait, mais on a maintenant quelque chose qui va nous permettre de mesurer les pas qu'on fait. Bon, nous, on a émis quand même quelques réserves parce qu'il y a des faiblesses. On parlait à l'instant de la loi d'accès à l'information. Oui. Que veut dire loi d'accès à l'information? L'information qui est produite par l'administration publique, elle est produite avec les deniers publics. Donc, elle est la propriété du public. Donc, fondamentalement, n'importe quelle information, quelle qu'elle soit, petite, grande, etc., produite par l'administration, devrait être à la portée du citoyen. Ça devrait être la règle de base, avec des exceptions quand il y a des problèmes de sûreté nationale, de défense et des choses comme ça. Or, aujourd'hui, les projets on a quelques réserves sur les projets qui sont sur le tapis concernant le droit d'accès à l'information. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut à peu près tout faire. On peut parler par exemple de la conservation foncière. On peut aller normalement, on a le droit d'aller consulter un titre, prendre, etc. Avec l'informatique, on devrait pouvoir y avoir accès. Alors il y a mettre en place, et puis après la réalité. On va être toujours confronté à la réalité à un moment donné, à cet accès concret à l'information, même si on le décide. Il y a 2 choses qui sont importantes dans la lutte contre la corruption. C'est que le citoyen puisse avoir un recours, d'accord, et que lorsqu'il est soumis, par exemple, à l'extorsion, il puisse avoir un recours. Et puis, lorsque des choses sont irrégulières, il faut qu'il puisse y avoir des recours. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une loi sur les marchés publics auquel il manque quelque chose de fondamental. Il manque une instance de recours si jamais il y a une contestation des marchés publics. Et qui soit indépendante, surtout. Et qui soit indépendante, évidemment. Évidemment. Il manque aussi que si les gens veulent aller dénoncer la corruption, donner une alerte. J'aime pas la dénonciation. Dans notre éducation profonde, la délation, la dénonciation, tout ça, ce sont des choses négatives. Mais quand il y a le feu, et que quelqu'un dit il y a le feu, c'est plus de la dénonciation, c'est une alerte qui doit être donnée. Alors, il faut le protéger. Là-dessus parce qu'on parlait. Il faut le protéger. Non, mais je vous parlais tout à l'heure d'un phénomène culturel. Là, vous touchez du doigt quelque chose de culturel. Ça existe dans d'autres pays, notamment en Corée du Sud. La délation institutionnalisée, réglementée existe, mais pour la corruption et pour d'autres délits. Non, mais on est d'accord. Mais est-ce que là, aujourd'hui, la confiance, tous ces chantiers que vous nous avez montrés, est-ce que finalement pour que la confiance soit rétablie, pour qu'il puisse y avoir un recours, est-ce qu'il ne faut pas des instances qui soient qui soient perçues comme totalement indépendantes de tous ces compartiments? C'est ce que nous attendons de l'instance de lutte contre la corruption, qui devrait être une instance indépendante, et comme on dit à Transparency International, qui doit avoir des dents pour pouvoir mordre. Alors justement, est-ce qu'on va lui donner des dents? Est-ce qu'on va lui donner des dents? Ce qui manque justement, si vous voulez, de notre point de vue, c'est qu'il lui manque des dents. On a besoin, si vous voulez, pour rompre avec le passé, d'accord, de détachement d'avant-garde, qui soit capable d'aller faire des poursuites, là où la justice n'a pas encore osé ou n'est pas encore capable de le faire, qu'il défriche le terrain de ce point de vue-là, qu'elle montre de nouvelles voies, qu'elle fasse des investigations, qu'elle puisse s'autosaisir. Or, ni le pouvoir d'autosaisine, à moins que mon ami Abslam me démentisse, ne sont à la portée de cette nouvelle instance, et ni le fait de mener une investigation jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir, exactement comme d'un garde champêtre ou un douanier, un pouvoir judiciaire d'investigation à partir duquel on peut donner après le relais à la justice. Alors, je vais réagir sur 2 choses. Les dons. Non, première chose, la délation. Parce que dès qu'on parle d'énonciation, on dit délation. Délation, c'est un terme qui est utilisé pour disqualifier un droit
voire un devoir citoyen. Dans tous les pays où il y a l'état de droit est respecté de manière systématique et de manière ferme, le droit et le devoir du citoyen est de dénoncer tous les actes délictueux, tous. Mais dans le cas où toute C'est-à-dire, la si chaîne je est vois qu'il y a solide. une infraction, voilà, mais je suis d'accord. Mais ça commence aussi par là. Je suis d'accord avec ma mission que on a un arsenal suffisant. Il est perfectible. Là où ça cloche, c'est la mise en œuvre. Je fais toujours le parallèle avec la circulation routière. On a réformé le système on a réformé. Et dans le bon sens, à mon sens, dans le bon sens, la circulation routière. Dans un premier temps, comme il y avait les radars, qu'on appliquait ça, qu'on était vigilant, ça a reculé. Même le nombre de morts a reculé. Oh non, et ensuite, ça a repris. Ça a reculé le premier mois. Il y a eu un effet Ça a reculé psychologique après quand on a vu qu'il n'y avait pas eu d'effet concret. Non, justement. parce qu'on a baissé la garde. Après, Ouais. on n'a pas appliqué. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, pour l'instance nationale, pour la probité, la prévention et la lutte contre la corruption. D'abord, c'est une avancée importante par rapport à l'ICPC. Positionnement, c'est une instance constitutionnelle, indépendante du gouvernement, de l'exécutif. Alors de quelle manière indépendante? C'est-à-dire qui siégera Non, mais le président est nommé par le roi, le secrétaire général est nommé par le roi, et il y a un conseil de 12 membres, 4 sont nommés par Sa Majesté, 4 sont nommés par le chef du gouvernement, 2 par les 2 chefs des 2 chambres. D'accord. Donc c'est bon. Et la société nous civile, aurions voulu, oui. nous en tant qu'instance, parce qu'on a présenté un projet, nous aurions aimé qu'on continue sur cette instance avec la société civile à l'intérieur, etc. Ça n'a pas été le choix du législateur. Nous ne sommes pas le législateur. N'a pas été le choix. Mais on peut toujours, il y a des formules, ça existe aussi, ce modèle existe dans beaucoup de pays, où les instances sont purement, c'est des instances donc institutionnelles, mais il y a des systèmes de consultation de la société civile, alors formelle, institutionnalisée. Ça, c'est mon souhait, c'est qu'on institutionnalise cela. C'est pas plus mal que chacun soit dans son rôle et qu'on mette en place des mécanismes de consultation. Deuxième chose, investigation. Il y a un pouvoir d'investigation préjudiciaire. Ça, c'était notre choix. Enfin, le choix des gens qui ont siégé dans cette instance. Parce que c'est une espèce de continuation des séparations des pouvoirs. Quand vous mettez en place une instance qui a des pouvoirs judiciaires, de 2 choses l'une. Ou bien elle doit se mettre sous la coupe du ministère de la Justice. Pas du ministère, sous la coupe de l'autorité judiciaire, Oui. du pouvoir judiciaire. Et auquel cas, elle perd de son indépendance et elle s'immisce. Forcément. Et elle empiète dans un autre rôle, ça crée des problèmes. Sauf à avoir quelque chose d'exceptionnel. C'est le cas, par exemple, de Hong Kong, parce que Hong Kong, en 1974, il restait une vingtaine d'années, disons 20-25 ans, pour que les Anglais se retirent, et les Anglais ont tenu à mettre en place une instance qui éradique la corruption sur une période relativement courte. C'est la monnaie. Alors, je n'ai pas fini. Alors, l'autosaisine, puisqu'il m'a posé l'autosaisine n'a pas été donnée explicitement, mais le texte dit « L'instance peut être saisie par toute personne physique ou morale ». Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux demander à mon assistante, enfin moi, le président, il n'est pas dit que je sois président de l'instance nationale de la probité. Il y aura de nouvelles nominations. Donc le président, il va saisir son instance et il lui dit, chaque fois qu'il y a quelque chose, saisis-moi. Saisissez-moi. Ou il va dire transparency, oui, il y a tel, saisissez-moi. Donc, ça c'est quelque chose qui a été mis en place. Je l'appelle un combat d'arrière-garde sur cette loi, mais disons, les débats parlementaires, majorité, opposition, ont leur raison que la raison ne connaît pas, et ça donne souvent des choses, sans compter que la nouvelle instance qui sera mise en place, rien ne l'empêche demain de proposer des amendements majeurs, comme nous l'avons fait pour l'ICPC. Oui, avant de réagir sur la loi d'accès à l'information, je dois souligner que la stratégie qui a été préparée
par une commission. C'est une commission qui est composée de la société civile, du secteur privé, des institutions de la gouvernance et des départements ministériels. Donc il y avait un effet, je dirais, de boule de neige qui était là avec des propositions. Tout le monde a joué son rôle de force de proposition, d'action. Donc ce sont des actions, ce sont des mesures qui ont été proposées par l'ensemble des composantes de la société, que ce soit la société civile, secteur privé, institutions de la gouvernance ou département ministériel. Donc il y a le principe de la participation, de la consultation qui a été respecté, je dirais, de notre côté. C'est une première, effectivement, c'est une première stratégie dans laquelle on trouve tous les acteurs. S'agissant de l'accès à l'information, c'est vrai que c'est un débat, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis déjà 3 ans et demi. Actuellement, il y a un projet qui a été Sur quoi préparé. ça coince? Sur quoi ça coince, Alors, concrètement? à mon sens, ça coince pas. Alors, le projet a été Non, mais vous dites que ça fait couler beaucoup d'encre, donc ça veut dire que ça discute, ça des gens qui sont pas d'accord. Soit on est d'accord pour donner l'info, soit on n'est pas d'accord, soit on veut 100, soit 0. Je crois que la loi de tout ou rien n'existe pas. Il y a un Maroc qui bouge, il y a des choses, il y a un Maroc qui bouge, il y a des choses qui ont été faites, il faut quand même aller dans le même sens. C'est vrai que la loi qui a été préparée a été critiquée sur certains aspects notamment critiqués par la société civile, par certaines institutions de la gouvernance, mais elle respecte en gros les normes internationales, que ce soit les normes de l'OCDE, que ce soit les normes de la Banque mondiale, que ce soit les normes de l'article 19. Donc toutes, je dirais, les normes de ces organisations ont été respectées. C'est-à-dire que le référentiel international a été respecté dans cette loi. Cette loi, les grands principes, ils sont là. C'est les principes de délimiter le champ des institutions qui sont appelées à fournir de l'information, désigner des responsables qui seront appelés également à fournir cette information, arrêter ou définir quelles sont les exceptions partant de la Constitution, de l'article 26 de la Constitution, notamment les exceptions qui touchent la défense, qui touchent la sécurité intérieure, qui touchent comment dirais-je, le respect de la vie privée. La vie privée. Donc, ce sont des exceptions qui sont respectées de par le monde. Il y a une procédure qui est claire avec un délai de réponse. La réutilisation de l'information qui devrait être fournie par l'administration. Je crois que les grands principes sont là. Je crois que le Maroc actuellement, d'après le classement, d'après l'étude qu'on a faite en interne, il est classé parmi l'Espagne, l'Allemagne, le Canada. Donc on est autour de 80 points par rapport, vous direz, au système international qui est sur 150. Il ne faut pas avoir une loi qui ne sera demain, qui ne sera pas appliquée. Je crois qu'il faut quand même mettre en place une loi qui sera demain appliquée. Il faut aller progressivement. L'Angleterre a mis en place cette loi et elle a mis 10 ans pour la mise en œuvre en totalité. Je crois qu'il faut aller progressivement, il faut la mettre, la tester, et s'il faut changer, c'est une loi qu'on peut changer. Je crois qu'il faut, notre objectif à travers cette loi et à travers ces stratégies, c'est effectivement restaurer et gagner la confiance des citoyens. Le citoyen a perdu confiance dans l'administration, donc il est temps, je crois, avec ces mesures, on espère gagner sa confiance. Alors, une chose qui nous gênait profondément dans le projet auquel nous avons eu accès, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de saisie du public, enfin, l'accès du public à ces projets reste limité. C'est la question de la réutilisation de l'information. Lorsque vous demandez une information à l'administration, vous devez fournir des raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette information. Et si jamais on trouve que cette information a pu être diffusée et avoir servi à autre chose, vous pouvez être poursuivi en justice. Alors déjà, demandez pour quelle raison vous voulez une information. Supposez que je dise demain je veux une information parce que je fais une recherche académique. Bon, qu'après demain, l'information que j'ai reçue, on la retrouve dans une colonne de journal. D'accord ? Je peux être attaqué en justice pour ça. C'est pas le principe de l'accès à l'information, c'est l'inverse de ça. Et ça, c'est un blocage de l'accès à l'information. C'est une faiblesse qui est très importante de la législation, et on espère que dans les dernières modifications qui vont être faites, au moins que ça saute, et que ce type de disposition saute. On peut progresser, mais il ne faut quand même pas partir de trop bas, parce qu'on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une loi d'accès à l'information, c'est une loi qui bloque l'accès à l'information. Il nous reste 5 petites minutes pour parler vraiment concrètement. Les corporations
qui sont importantes. On parle de corruption au niveau de l'administration. J'aurais voulu parler plus longuement de la corruption dans le domaine privé parce que ça existe dans le secteur privé. Vous donnez un pot de vin pour avoir un marché entre deux entreprises privées, mais à la rigueur, ça, vous dites, c'est les deux personnes sont consentantes, ou un marché public. Mais les corporations, même au sein de l'administration, il y a de la résistance quand même. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'il y a corruption, il y a intérêt. Lorsqu'il y a intérêt, quand on enlève le pain de la bouche, il y a un moment, il y a résistance. Comment on lutte contre cette résistance? Parce que ça peut devenir violent quand les intérêts sont gros. Là, il y a un point très important. On parlait tout à l'heure du problème de la dénonciation. D'accord. Écoutez, lorsque quelqu'un vient... Et de la répression, de l'exemplarité. Oui, mais lorsque un fonctionnaire découvre que son supérieur est en train de faire quelque chose de parfaitement illégal et qu'il s'agit de sommes très importantes. J'estime que s'il donne l'alerte, d'accord, il rend un service énorme au public et au pays. Mais est-ce qu'il est suffisamment protégé? Il n'est pas protégé. J'ai eu sur des plateaux de radio des gens qui nous ont appelés au téléphone dans des administrations qui n'ont pas donné leur nom. Ils ont dit qu'ils ont été cloués au pilori parce qu'ils ont dénoncé. Voilà justement la loi actuelle qui est censée protéger est parfaitement adaptée aux mafias, au trafic de drogue, à la grande criminalité, oui, à la grande criminalité, mais absolument pas adaptée aux citoyens et puis surtout aux fonctionnaires. Oui, imaginez qu'un fonctionnaire découvre quelque chose de très négatif. Fonctionnaire consciencieux. Voilà, demain, comment va être son avancement? Qu'est-ce qui va se passer au point de vue de sa mutation? Il risque d'être complètement... Ce type de protection est absolument fondamental. D'accord? Pour les donneurs d'alerte, bon, évidemment, quand quelqu'un dénonce quelque chose qui n'existe pas, il va se faire taper sur les doigts, c'est bien fait pour lui. Mais s'il a des preuves et qu'il peut apporter ses preuves et que les choses suivent normalement leur cours, il doit être protégé absolument. Et ça n'existe pas. Notre loi est en dessous du niveau là-dessus, et bon, ça va beaucoup handicaper la découverte de choses importantes. Alors, il nous reste vraiment 2 minutes. Est-ce que je vous pose une question qui est, c'est encore une fois encore très naïve, mais est-ce que vous y croyez? J'espère que vous y croyez parce que c'est à la tête de cette instance. Mais quand on avait le chef du gouvernement qui avouait lui-même son incapacité à lutter contre la corruption, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore y croire? Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut quand même arriver à contenir il est évident qu'il faut y croire. Il est évident qu'on y croit. Et sinon, on ne serait pas, nous, ça fait 20 ans au moins qu'on a commencé officiellement avec une instance. Et il faut dire que cette instance, avec une association. Vous avez senti une évolution depuis que vous avez commencé ou pas? Non mais vraiment, pour question. Oui, il y a des choses qui évoluent, c'est évident. Vous pensez qu'il y a 20 ans, on pouvait faire une émission pareille? Bon. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je suis ingénieur, et j'aime beaucoup dire toujours ça, mon identité d'ingénieur. Vous avez 2 manières de faire. Vous êtes devant une montagne, et vous savez que à l'intérieur de cette montagne, il y a de l'or. Vous avez 2 manières de faire. Vous appelez un ingénieur, il va tout de suite commencer à tourner autour et dire où est l'angle d'attaque. Oui. Il doit y avoir un angle d'attaque. Bon, c'est friable, c'est dangereux, ces trucs, etc. Et vous avez quelqu'un d'autre qui va dire non, mais c'est une montagne, il n'y a pas moyen, c'est une montagne, il faut attendre. Donc, et puis il attendra que la foudre descende du ciel et qu'elle éclate cette montagne pour aller. Moi, je pense que l'attitude à avoir, c'est l'attitude d'y aller, d'y croire et de prendre les différents protagonistes au mot. Alors, il est de bon ton toujours de dire oui, ben, le chef du gouvernement a dit ceci, le gouvernement a dit cela, mais ils ont tous dit cela. Ça, c'est l'attitude pour moi négative. L'attitude positive, d'accord, vous le voulez, on est avec vous et on va y aller. Et on va évaluer. Ce qui est nouveau dans cette stratégie, c'est qu'il y a des mécanismes d'évaluation. C'est la moumerie. C'est la moumerie. Non, c'est la moumerie. Ça sera vraiment le dernier mot. Écoutez, vous savez, on croit tous. Je crois si on ne croit pas, on ne saurait pas. Les trois, là, on est là, si on est là, c'est parce qu'on croit. Je crois que la démarche qui a été adoptée est une démarche participative. Il y avait un engagement, que ce soit du gouvernement, de la société civile, des institutions de la gouvernance, des administrations. Je crois qu'il y a une volonté et un engagement ferme pour aller de l'avant. La stratégie est là, on est appelé à la mettre en œuvre, petit à petit, tenant compte, en essayant de respecter l'ensemble des actions qui ont été arrêtées, avec la mise en place d'un système d'évaluation continue, partant des indicateurs qui ont été
arrêter. Et je crois que la sensibilisation et l'éducation et la formation de toute la population, de nous tous, est important si on veut aller de l'avant, si on veut effectivement... Le quart de mot, c'est que c'est dans l'intérêt de l'immense majorité des Marocains, c'est pour ça que nous y croyons, et que, de toute manière, nous on est là, hein, nous les ONG, on est là pour faire la pression. Et espérons que la montagne n'accouche pas d'une souris. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On en fait, pourquoi pas nous, hein. Très bien, merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Vous allez me laisser finir mon émission. Média TV, 22h40, la rediffusion si vous avez pris en route. À demain.